on va faire simple, hein, on va commencer par le commencement, comme qui dirait, à savoir donc la WWE avec non pas triple menace mais triple programme, hein, comme d'habitude. Ouais. Avec SmackDown dans l'ordre chronologique, Raw, puis NXT, la continuité, donc deuxième journée pardon, du American Bash. On commence, si je ne m'abuse, avec SmackDown, et c'est toi, Félix, qui va un petit peu nous briefer, et puis on réagira évidemment en fonction de nos matchs de prédilection. Alors moi, tu me connais, parce que SmackDown, c'est mon grand dada. C'est ma grande passion. Donc j'ai juste vu le top 10, histoire de voir... donc le top 10, c'est le top de la WWE en 3 minutes. Officiel, ouais, c'est ça. Pour les gros moves ou les gros segments, juste les résumer en quelques secondes. Voilà, pour ceux qui regardent pas forcément l'émission, qui ont loupé quelque chose. C'est ça. Et j'ai l'impression même d'avoir rien loupé alors que j'ai regardé le top 10. C'est dire ce qui s'y passe à SmackDown. Le seul truc vraiment d'importance, j'ai l'impression qui s'est déroulé, c'est encore l'histoire de Jeff Hardy et de son alcoolisme et Sheamus qui essaie de le provoquer à boire du champagne et ça marche pas. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand chose. Mais je crois que toi, Michael, tu t'as vu un peu plus que moi à SmackDown. Ouais, ça t'a même hypé un petit peu de ce qu'on a capté au vol. Non, moi j'ai aussi vu le top 10, donc c'est pas mieux. Mais ça fait 3 semaines que je dis que... Professionnel. Ça fait 3 semaines que je dis que je vais commencer à regarder SmackDown, parce que moi, au contraire, ça me donne plutôt envie, dans le sens où, justement, là, l'histoire Hardy, Sheamus, ça a pas l'air très intéressant. Par contre, le show a l'air plutôt centré sur des bons matchs, en fait. Donc moi, ça me donne plutôt envie de regarder le show. Et là, en l'occurrence, oui, le top 10, il y avait surtout des extraits d'Edge Styles contre Drew Gulak, qui avait l'air vachement sympa, et c'était quoi? C'était Matt Riddle contre John Morrison, qui avait l'air aussi sympa. Et c'est des matchs en plus qui sont assez inédits, en tout cas Morrison Riddle. Donc moi je regrette de ne pas avoir regardé. Je pense que à chaque fois je dis ça, et puis en fait le problème c'est que c'est en fin de semaine, donc je pense jamais à regarder SmackDown de vendredi. Mais en vrai ça a l'air mieux qu'avant là. Ouais. Okay. Ça fait un petit peu plus envie de ce que j'ai pu voir de mon côté aussi comme récap. Donc toi, Tristan, t'as pu voir un petit peu les arcs de SmackDown ou pas? C'est passé off radar. J'ai regardé le show en entier. Bon, il y a des trucs que je jappe. Super. Mais Edge Style, Gulak, forcément très bon match. Ouais. Très technique, très intense. Il n'y avait pas grand chose à jeter vraiment. C'était vendredi, donc de tête là, je peux pas vous dire si t'inquiète pas, qui m'a gêné ou pas, mais dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé le match. Le segment de Jeff Hardy, machin, ça rappelle un peu la feu qu'il y a eu Jeff Hardy, CM Punk, ou CM Punk le traité d'alcoolique ou de drogué ou je sais pas quoi. Bon ça fait de la cheap hit pour Sheamus, pourquoi pas. Si Jeff Hardy il est ok avec ça et qu'il a passé outre, pourquoi pas aussi. Je pense qu'il a un certain contrôle là-dessus quand même maintenant. Peut-être pas à l'époque, mais maintenant je pense que ils ont dit bon ça te dérange machin. Je pense qu'il a dit on va dire pas. Si ça le gênait, je pense qu'il aurait pas fait aussi longtemps et puis il serait barré comme. Ouais, c'est clair. Il y a la responsabilité des deux côtés. Il y a celui qui aimait du booking et il y a celui qui l'accepte aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Après, bonne promo de Corbin. Je trouve très bon en promo. Match Matt Riddle, John Morrison. C'est John Morrison qui fait le match. Ouais. J'accroche pas à Riddle. Après, Matt Wrestling, il est très fort. Mais je sais pas, il est pris en headlock par Morrison. Il lui met des coups de poing. On dirait qu'il lui caresse le ventre. Parce que, je sais pas, pour un mec qui fait du MMA, t'accrochais. Il y a plein de trucs comme ça. T'accrochais pas avant déjà? T'accrochais pas avant, du coup, Riddle? Ouais, d'accord. Ouais. Même accroché de ouf. Okay. Je sais pas, les gimmicks de mecs, on est des monstres de MMA ou de je sais pas quoi. Et en fait, quand tu le vois là, sur ton roster principal, c'est une crevette. Donc, je vais taper Brock Lesnar. Bah, d'accord, je veux bien que t'ailles taper Brock Lesnar, mais en fait, t'es la cuisse de Brock Lesnar. Ok, c'est du catch comme c'était un peu qu'à l'époque. Hein, je suis le meilleur catcheur du monde, je vais faire de l'UFC. Il commence l'UFC, il se fait défoncer. Bah, frérot, faut que tu te rappelles que c'est du catch. En fait, ouais, c'est vrai que t'as été fort à l'UFC, machin, truc, mais t'as des catégories à l'UFC, c'est bien pour une raison. Que un mec qui fait 25 kg de plus que toi, ça veut dire qu'il développe 25 fois plus de puissance que toi théoriquement. Ouais, c'est pas la même affaire. C'est chaud, en fait, il faut relativiser. Mais
Puis j'aime pas T'avais trop vu ses matchs contre Thatcher à NXT, c'était pas mal quand même, hein, le Ouais, match en cage. le match en cage, j'ai plus apprécié que l'autre. Hmm. Après, c'est un style de catch, c'est du mat wrestling. Le mat wrestling, le premier qu'ils ont fait, j'ai trouvé super brouillon en fait, parce que tu sentais qu'ils cherchaient un peu. Ouais, il veut tenter un truc, mais l'autre il bouge, donc du coup il se rattrape à la jambe, machin, truc. Alors ça fait plus réel, mais parce que justement, en fait, c'est pas qu'ils se foirent, mais c'est autant regarder de la lutte en fait. Tu vois, tu veux regarder des trucs comme ça, tu regardes de la lutte ou du jiu-jitsu, c'est un peu la même chose. Euh, et puis avec les affaires qu'il a autour de lui en plus en ce moment, et j'ai l'impression que genre il est en mode de Joker. Il y a 3 semaines, il disait ouais mais la meuf je la connais pas, et puis cette semaine il dit bon d'accord c'est vrai j'ai trompé ma femme avec, mais je l'ai jamais. En fait déjà tu commences par un mensonge il y a 3 semaines, frérot, c'est pas bon. Ouais, c'est Tu sûr commences par un mensonge il y a 3 semaines, comment tu veux que cette semaine on te croit, tu vois, même si tu dis que maintenant c'est vrai que tu la connais machin truc parce qu'il y a une photo qui est sortie, il y aurait pas eu la photo, tu aurais continué à dire que tu la connaissais pas. Effectivement, ouais, c'est étonnant parce que la WWE, ils ont quand même l'air de pas vraiment être prudents par rapport à ça. Ils ont l'air de le pusher tranquille, comme si de rien n'était. Complètement. Ouais, alors que les les avocats gars comme. dessus, hein. Moi, je pense que lui et Devlin, ils vont être tranquilles. Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre, parce que les gars comme Gallagher et compagnie qui sont, ou Travis Banks, qui sont pas des grosses stars, enfin même si Jordan Devlin c'est pas une grosse star, hein, c'est pas ça que je dis, Ouais, mais Devlin, ça va quand même. qui sont pas pêchés, Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Oui. Devlin il est champion CWC, c'est le meilleur pote de Finn Balor. Ouais. Si, j'ai envie de te dire, t'as beaucoup de jokers à ce niveau-là, quoi. Et t'as les avocats de la VVE qui sont sur l'affaire. Ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Ils ont pas envoyé les avocats pour Ligero, ils ont pas envoyé les avocats pour Travis Banks. Pourtant, il n'y a pas de preuve réelle. Le seul truc que moi j'ai vu sur Travis Banks, c'est qu'il était derrière une porte d'hôtel, il envoyait des messages en disant s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai envie de te parler, je sais pas quoi. Quand on voit ça dans un film, c'est on pas voit le bon mec signe. en bas d'une fenêtre, il jette des cailloux à une fenêtre de la fille qu'il aime parce qu'il a fait une bêtise, il joue de la guitare et tout le monde dit ouais c'est mignon. Ouais. Là c'est Travis Banks, il est derrière une porte d'hôtel, on lui dit ouais c'est moche. Bah je comprends le fait que c'était son entraîneur, elle avait moins de 18 ans. Voilà, ça c'est quelque chose, peut-être qu'il n'avait pas confiance à l'époque, mais forcément il y a ce côté j'ai du pouvoir, j'ai machin, j'ai des trucs, et du coup elle s'est laissée charmer à cause de ça, certainement. Mais dans la relation, je sais pas moi, peut-être déjà arrivé à vous aussi, votre copine est cassée avec vous, vous trouvez venir cogner à sa porte et lui dire s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler une dernière fois, tu vois. Enfin, moi je vois pas ce qu'il y a de méga dangereux là-dedans. Après, il y a des trucs qui sont bien plus graves dans ce qu'on a pu lire actuellement, mais Ouais. on va pas s'étaler, mais Star, tout ça, voilà, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances par rapport à un mec qui vient cogner derrière une porte d'hôtel. Mais par contre, Devlin, on lui a quand même retiré son. Enfin, du coup, comme il était bloqué, je pense en Angleterre, on lui a retiré son titre Cruiserweight. Donc après, bon, c'est vrai que s'il n'était pas là pendant un moment, il fallait bien qu'il fasse autre chose avec. Mais bon, il n'a pas été protégé pour l'instant, quoi. C'est pas un tournoi pour le titre, c'est pas pour le titre. Oui, c'est le titre. C'est censé être le titre. Ou je sais pas au final ce qu'ils ont fait parce que c'était censé être le titre intérim. Mais au final, ils ont pas l'air de dire que c'est le titre intérim, mais ils ont l'air de dire que. Ouais, j'ai l'impression que c'est aussi. J'ai regardé NXT et l'autre, il est pas annoncé comme Cruiserweight intérim. Ouais, ils ont l'air d'un peu le. Donc ils sont un peu passés à la suite quand même, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Peut-être qu'ils savent pas quand il pourra revenir, donc. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a eu des photos, il y a eu plein de trucs, mais qu'est-ce que c'est vrai, c'est faux. Ouais, toujours délicat. Moi je dis toujours laissons le temps faire l'affaire, ça veut pas dire ne pas en parler comme tu le fais très bien Tristan, mais c'est vrai qu'on y verra déjà un petit peu plus clair. Comme tu le rappelais, en une semaine, on a vu que le gars est passé d'un je la connaissais pas à effectivement, ah oui en fait c'est elle. Donc on verra d'ici là. Ouais. Moi je retiens vraiment malgré tout ce match Riddle, comment dire, Morrison. Après j'ai beaucoup d'affection pour Morrison, donc ça aide pas mal. Morrison a été extraordinaire. Ouais. Ouais, on a dit. Hein. Mais... Les accrochages, c'était du côté de Riddle, ou est-ce qu'il était mal placé, ou peu importe, mais vraiment, Morrison est extraordinaire. Les coups de poing de Riddle aussi. Ça reste un gars quand même alors, du coup, très solide. Hein.
Ouais, du coup, ça me permet de poser une petite question à Tristan. Parce que justement, là, je me posais la question par rapport à Riddle. Alors toi, du coup, bon, t'as pas été très longtemps à la WWE, mais je me dis que Riddle, peut-être que il va aussi devoir s'adapter à un style main roster qui est un peu différent. Et est-ce que toi, même si toi, du coup, c'était le CWC, donc c'était assez différent, mais est-ce que quand même, enfin, je pense que là, il vous laissait faire un peu ce que vous vouliez, mais Exactement. est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait un style W qu'il fallait peut-être, qui vous demandait de pas faire certains trucs, qu'il fallait être peut-être un peu plus Non, safe ou... non. Moi, j'avais un agent qui s'appelait Adam Pierce. Bon, là, il est agent sur SmackDown maintenant. Mhm. Il fait quelques segments, patati patata. Bon, là, il est couché à cause du Covid, mais du coup, j'avais déjà rencontré quand j'ai été en Californie en 2010, je crois. Comme ça, petit catché à l'époque encore. Et du coup, moi, j'ai été voir, je lui ai dit, bah, si tu veux, je peux me réentraîner. Parce qu'ils avaient leur ring en tapis, là, le truc super mou et tout. Je fais, avant, je faisais une sault. C'est le cruiserweight classique. Si je peux m'entraîner, je peux le refaire, tu vois. Je dis, mais je vois pas vraiment l'intérêt parce que je suis sûr qu'il y a des mecs qui font des doubles moonsault ou des mecs qui font des 450, donc ça va pas me servir à grand chose. Je dis, par contre, je pense qu'il y en a aucun qui va essayer d'être, genre, dans le sens agressif, maintenir le gars au sol, patati patata, avec des souplesses, tout machin, tout. Il m'a dit, non, je pense pas qu'ils vont le faire, tu vois. Il m'a dit, bah, du coup, démarque-toi comme ça. Et j'ai dit, bah, vas-y, je vais faire ça. Et puis, au final, on construit notre match avec Cédric. On n'avait pas longtemps, on avait 6 minutes. Donc, le match, il était prêt. Il me restait 3 jours. Génial. Et t'es juste pas d'accord sur un contre. Sur son finish, il voulait que je passe derrière, que je retombe sur mes pieds. Donc, faire une sorte de salto au-dessus de sa tête, là. Et je dis, mais tu sais, je suis en train d'être le gars qui veut pas, justement, catcher contre des high flyers parce qu'ils veulent pas qu'ils s'envolent. Donc, du coup, pour moi, ça fait pas trop de sens si moi, je me permets d'être un high flyer derrière, en fait. Mhm. Et du coup, je lui dis, bah, du coup, tu montes, je récupère ta tête, je te fais rouler en avant, et là, j'enchaîne avec la discus, tu vois. Et du coup, on a été voir l'agent pour ça, et il a dit, bah, ça fait plus de sens par rapport à ça. Du coup, on a gardé mon idée, mais on n'avait aucune directive, hein, il n'y avait aucune Ouais. imposition, quoi que ce soit. Et même sur des, ils vous disent pas genre pas de brainbuster, pas de trucs trop Au dangereux, tout tryout, ça. ils nous ont dit pas de shoot sur les têtes, pas de German, pas de machin, pas de truc. Mhm. Mais Ah ouais, même pas de voilà, Jarman, quoi. non. Ok. Bah, une Ok. German mal faite, c'est une chute sur Ouais, la ouais, nuque. ouais. Hein. Il y en a Ouais, pas ouais. mal qui font les German mal faites puisqu'ils prennent les gens un petit peu trop haut parce qu'ils n'ont jamais fait de chute de leur vie. Mais voilà, c'est en fait comme on n'est pas réellement sous contrat, qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien du tout, mais ils n'ont pas envie qu'on se blesse sur un travail parce que ça peut leur retomber dessus. Donc, Logique. Ouais, ouais. clairement, voilà, ils disent softement. Moi, mon tryout, j'ai été pour le CWC. Mon match, c'était du chain. Qu'on a fait j'étais avec un anglais. Mon cut-off, ça a été un coup de pied dans le ventre, je crois. Et j'ai juste mis mon finish. Et c'est tout. Il n'y avait pas de move. Ouais. Il y avait 2 hop spots. Il me tapait dans le ventre, il prenait encore, je mettais une close line. Le deuxième, il esquivait ma close line, il prenait un coup de coude. Le troisième, il esquivait les deux, sautant en crossbody. Je l'ai attrapé, je l'ai mis sur mes épaules, j'ai mis mon finish. Enfin, et ils étaient genre méga contents du match parce que, ben, il n'y avait pas besoin de. Eux, ils ont pas envie de voir tes moves. S'ils veulent des mecs qui font des moves, ils signent un acrobate, tu vois. Ouais. Ils veulent des gens qui ont de l'intensité, qui ont un truc sur le visage, qui ont de l'agressivité, qui, quand ils tapent, on a l'impression qu'ils tapent, etc., etc., etc. Bon, on touche, hein, c'est le catch, hein. On touche tout le temps, mais c'est pour ça qu'il y a des marques, c'est pour ça qu'il y a des bleus, c'est pour ça qu'il y a plein de choses. C'est du jeu, hein. Si on touche pas, ben, ça rend pas les choses crédibles. Mais ils cherchent vraiment plus l'intensité que la capacité à faire des moves. Après, si dans l'indie tu fais des 450 ou des 630, ils le verront dans l'indie, ils n'ont pas besoin de le voir au tryout, tu vois. Mm. Alors effectivement, juste une précision, je pense que les gens sont assez familiers avec ça, là, mais les tryouts, donc c'est les périodes d'essai, très majoritairement effectivement à la WWE, comme au Catchacast, on prend un petit peu l'habitude, pour ceux qui seraient un peu trop intimidés avec beaucoup de concepts d'un coup, le reste ça va, c'est assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, Tristan, ou les autres, sur les matchs de SmackDown qui vous ont un petit peu Non. botté, Michael? Bah, il y avait juste le Nakamura du coup Ouais. Kofi Kingston. Alors je sais pas exactement, comme j'ai pas trop suivi, je sais pas exactement pourquoi il y avait ce match. Mais du coup Nakamura a gagné, ce qui est quand même
assez important pour Nakamura, vu que bon, Kofi Kingston est quand même encore assez important, celui qui était champion. Donc du coup, Nakamura reprend un peu du galon, ouais, il était temps. Je crois que c'est par rapport au fait qu'il est en équipe avec Cesaro maintenant et que Kingston et Big E sont champions par équipe. Et du coup... C'est ça, s'ils gagnaient, ils avaient le droit à un match de championnat. Donc il a gagné, ils ont le droit à un match. Ça va être du bon match, ça. Franchement, ça va être pas mal. Ça a du potentiel, ouais, c'est clair. Sinon, on passe à Raw du coup. Je sais plus s'il y avait des trucs. On peut faire ça, ouais, allons-y. Alors, Mickaël, on se tourne vers toi. Vas-y, Mika. Ouais, non, Raw, du coup, ça a commencé. Bon, comme d'habitude, il y avait pas. Enfin, si, en ce moment, c'est pas mal, mais il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés par rapport aux semaines précédentes. Après, là, il y avait du coup, alors la surprise, c'était il y avait quelques retours. Il y avait donc Heath Slater qui était de retour. Ouais, après avoir été viré, on s'en rappelle. Donc en fait, il était de retour un peu invoqué par Dolph Ziggler, parce que les méchants peuvent invoquer des anciens catcheurs comme ça. Et donc du coup, l'idée c'était de troller un petit peu Drew McIntyre, comme il a une histoire avec Heath Slater. Et du coup, Heath Slater, quand même, moi, ça m'a étonné. Moi qui suis un peu frustré parce que Kevin Owens ne peut pas vraiment faire de character work ou de promo, Heath Slater, il a quand même pu faire une pure promo qui était probablement une des meilleures promos de sa carrière. Donc c'est surtout ça que j'ai noté au début, c'est qu'Heath Slater a fait une pure promo. Après, match squash rapide par Drew McIntyre après, où Drew McIntyre l'a un peu tabassé. Mais quand même, était sympa avec lui. Ça faisait sens parce que c'était un peu en mode je dégoupille mon finisher dès le début, comme ça je me fight pas avec toi parce que t'es mon pote et que je vais en finir tout de suite et passer à autre chose, quoi. Je trouvais ça intéressant, comme ça. Non mais si. Après, si Drew McIntyre il galère contre un mec qui est viré, ça présage pas rien de bon pour la suite. Ouais. Voilà, le mec il a été viré, il a jamais été au-dessus de mid-card, il revient d'un coup, ok, il a buffé un peu parce qu'il a grossi là, je trouve. Mais il a pris du muscle, on a l'impression. Ouais. Ça reste un mid-card, ça a été un mid-card et là il a renvoyé, donc il n'y a pas de. C'est comme quand il a catché contre MVP, je crois, c'est pareil, il lui a mis directement le drop kick ou peu importe. Enfin voilà, c'est MVP, il a beau avoir la carrière qu'il a eue, il a été viré pendant je sais pas combien de temps, maintenant c'est une sorte de manager, tout ça. Donc McIntyre, il va galérer comme ça. Ils essaient de build up comme un gros champion. Son gimmick, c'est de kick out à un de tous les finishers, donc c'est clair qu'il ne faut pas qu'il ait l'air de galérer contre des mid-carders. Donc après, du coup, il y avait Kairi Sane. Ouais. Non, je disais, c'est un petit peu un monstre aussi, quoi. C'est clair qu'il peut pas se montrer, entre guillemets, faible contre ce genre de catcheur. Après, moi, je pense que la limite de ça, c'est quand un face est trop booké en gros mec super fort qui va tabasser tout le monde, à un moment donné, ça va se retourner contre lui, quand même. Juste après, ça dépend. Je le trouve moins relou que Roman Reigns, tu vois, quand Roman Reigns est en mode indestructible, tout ça. Ouais. Parce qu'il a plus une attitude, on va dire, entre guillemets, de branleur, en fait. Il est toujours en train de regarder la caméra, de lâcher une punchline, de quand il fait son entrée, il sort une petite blague, ou peu importe, tu vois. Du coup, c'est pas genre je viens les mains dans les poches, mais presque, tu vois. Et ça change la gimmick de ouais, je viens et je suis un gros combattant et moi personne m'arrête, je sais pas quoi. Là, c'est plus le mec qui se fait plaisir et ok, il est fort génétiquement, donc du coup, il casse des bouches. Mais il y a moins cette prétention de je suis un monstre. Ouais. Bon, après, c'est mon avis. Mais, ouais, et puis il y a le fait aussi que la plupart des fans qui pas seulement depuis quelques mois dans Raw ou SmackDown, ils connaissent son parcours entre guillemets ou un minimum de son parcours et ils savent que, en tout cas à l'écran, il a trimé énormément avant de devenir champion. Alors que Roman Reigns, c'est vrai que c'était allé très très vite après la période de Shield. C'était allé très très vite dans le super push et dans je deviens champion, etc. Donc peut-être que ça joue aussi, je pense. Ouais. Mais juste avant de passer à autre chose, pour finir sur le Heath Slater Drew McIntyre, vous en avez pensé quoi, les gars, du fait que entre guillemets je grossis le trait, mais c'est un peu l'impression que ça m'a donné moi quand je l'ai regardé, mais le fait de transposer la responsabilité du fait que Heath Slater il a été viré sur Drew McIntyre, entre guillemets, il disait j'ai été viré, quand toi t'as été viré, moi je me suis soucié de toi, on est resté en contact, alors que moi je me suis fait virer et tu t'en avais plus rien à foutre, entre guillemets, c'est toi le méchant dans l'histoire et pas forcément
justement la compagnie qui m'a viré, quoi. En pleine période de Covid et en pleine période où je dois faire nourrir mes gosses. Ouais. Ouais, après, je pense que c'est la storyline, c'est ce qu'on lui a demandé de faire, parce que clairement, il avait fait, oui, bien sûr. Il avait fait des lives avec X, tout ça, il est toujours en train de prendre des nouvelles et tout, donc je pense que c'est la story qui veut ça. C'est une façon pour la WWE de se dédouaner un peu, je pense. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est une story, bien sûr. Je dis pas que c'est Slater qui fait un shoot et qui s'en prend. C'est par rapport à la storyline. Moi, je trouvais ça un peu vaseux, quoi. De faire ça, mais je sais pas. Faut se dédouaner, hein. Ouais. Bah ouais. Faut se dédouaner. Ouais, moi, j'ai pas réfléchi à ça. Moi, je vous avouerai que j'ai pas pensé à ça sur le coup. Donc après, j'enchaîne. Hein, dans les trucs notables, il y avait, alors du coup, il y avait Kairi Sane contre Sasha Banks, qui était un match du coup qui a été interrompu, je crois. Juste moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'en ce moment, c'est un petit peu le festival des comme en ce moment il y a Sasha Banks, Bayley, Kairi Sane, Asuka, il y a toutes les catcheuses assez excellentes, mais j'ai l'impression que c'est presque, enfin à la fois c'est vachement bien parce que du coup on a plein de super matchs, en même temps c'est presque un peu du gâchis parce que du coup ils font un petit peu toutes les combinaisons possibles entre tous les shows différents et du coup on se retrouve avec des matchs qui sont un peu peut-être pas des dream matchs mais bon des matchs qui pourraient être assez importants. Je veux dire, on a tout eu, quoi. On a eu, je crois, je sais plus si on a déjà eu, oui, Sasha Banks, Asuka. Mais là, on a eu Bayley Asuka dans celui-là. Donc, ils enchaînent plein de matchs qui sont des, pour moi, qui devraient être des main events pay-per-view, limite. Et ils les font un peu comme ça, les uns derrière les autres. C'est un gros bordel, même de manière plus globale en ce moment. On parlait du fait, par exemple, bon, ça c'est plus lié au Covid et compagnie, mais des double week-ends du Fighter Fest où on sait pas trop est-ce qu'on est sur un pay-per-view, est-ce qu'on est sur une journée spéciale, sur quel format on est, les enchaînements effectivement de matchs d'American Bash sur lequel on va revenir juste après. C'est un truc, c'est une tendance assez générale en fait, ce que tu soulignes, Michael, je trouve. Et il y a beaucoup de moins en moins de généralisation. Il y a aussi le truc que tu disais en plaisantant à moitié. Maintenant, il suffit de venir et de dire bon bah je veux me battre pour le titre avec Dolph Ziggler en chef de file récemment. Et d'ailleurs, moi je trouve que ça c'est assez problématique. Je sais pas ce que t'en penses effectivement Tristan, mais il y a une tendance ces derniers temps assez récente, mais bon ça commence à remonter où tu te pointes plus ou moins et tu fais ok je veux un match pour le titre. Il n'y a pas du tout de dimension d'escalade, en tout cas à la WWE, c'est quand même un peu open bar quoi. Leurs effectifs sont très réduits, donc clairement on voit les mêmes têtes toutes les semaines là. Ouais. Le roster il est presque, on va pas dire vite, mais presque vite quoi. Ils ont ressorti le Big Show pour vous dire, hein, le mec qui était tranquille chez lui, il tournait pour Netflix, il voulait plus catcher, clairement, voilà. Hop là, Big Show, Randy Orton. Bon, bah, ok, d'accord, pas de souci. Mais ouais, c'est vrai que ça sort un peu de nulle part. Ils trouvent des justificatifs à chaque fois. Dolph Ziggler a dit ouais, c'est moi qui t'ai touché quand t'es revenu, on était champion par équipe, blablabla. Donc du coup, tu me dois un match de championnat. Ok, d'accord. Mais c'est parce que avant, voilà. Drew, il a pas de vrai feu non plus. Je pense qu'il essaie de build-up jusqu'à temps que Brock Lesnar revienne. Mais quand est-ce que Brock Lesnar va revenir? On ne sait rien du tout. Est-ce que ça va être le mec qui va réussir à battre 2 fois d'affilée Brock Lesnar? Ça serait bien. Mais voilà, c'est le problème de l'actualité maintenant, quoi. C'est compliqué avec des gens qui peuvent pas se déplacer ou des gens qui veulent pas se déplacer. Kevin Owens qui veut plus venir. Sami Zayn qui veut plus venir. Roman Reigns qui veut plus venir. Enfin, je les comprends, hein, c'est normal. Hein. Bien sûr. Il y a le Covid, c'était une maladie sérieuse. Roman Reigns il a fait une leucémie. Kevin Owens il a une famille. Sami Zayn il a une famille. Enfin, à un moment donné, tu prends les risques calculés que tu veux. Tu vois. Sûr. Donc là, on va pas te virer pour ça. Enfin, eux, ils peuvent pas parce que clairement, s'ils les virent, ils vont à la WWE. Pas bon pour eux. Mais voilà, c'est compliqué, mais pour moi, dans ces conditions, les shows restent quand même agréables à regarder. Hein. Je suis pas au niveau story, bon, pas extraordinaire, mais je suis pas plus choqué que ça. Ouais, non, on reste quand même sur du catch de haute volée. Je voulais ajouter que juste c'est aussi le problème des catcheurs qui se bookent eux-mêmes dans les matchs de championnat. C'est aussi une formule qui vient du fait qu'il n'y a pas de general manager et parfois, ils font des périodes comme ça sans general manager. Le problème, c'est quand t'as pas de general manager, bah,
c'est les catcheurs qui disent bon bah voilà, j'ai un match contre. C'est toujours un peu bizarre en fait. Normalement, le general manager il sert à ça, il sert à faire une espèce de transition, il prend des décisions, c'est le chef, tout ça. Quand il n'y a pas de chef, bah, en effet, on a l'impression que les catcheurs bouclent quand même le show, donc c'est toujours un peu étrange dans des situations comme ça. Ouais. Mais où est Pete Balek? Oui, où est et que fait Pete Balek? La réponse bientôt sur le CatchaCast. Donc, bah, je crois que ça. Est-ce qu'on a fait le tour? Bon, du coup, alors oui, alors non, pour Raw, du coup, alors ouais. Oui, non, contrairement à ce que disait Tristan, et t'es pas remarqué, mais il y avait Kevin Owens quand même qui était là. Dans ce Raw, il est revenu. On t'attendait au tournant. Ouais, il était là. Bah oui, il était là dans le segment Rémi Star. Après, il est là pour rien, donc on sait pas pourquoi il est là, parce que en plus, il voulait pas revenir à cause du Covid. Au final, il est revenu, alors qu'on a appris qu'il y avait 34 Covid à la WWE, donc je sais pas trop pourquoi il revient. Ça fait beaucoup, ouais. Moi, je pense que en vrai, moi, je suis à peu près sûr, mais ça, c'est un autre débat. Mais par rapport au Covid, on entend toujours oui, les catcheurs peuvent faire ce qu'ils veulent. On leur dit si vous voulez pas venir, vous venez pas. C'est la connerie, bien sûr. Hein. C'est comme quand on dit dans n'importe quel boulot, le mec qui veut pas faire des heures sup, il a le droit de pas faire ses heures sup. Sauf que quand il y a une promotion d'autres personnes, c'est pas lui qu'on va prendre parce qu'on va dire qu'il est moins motivé. C'est pareil à la bleue. Les catcheurs qui disent non, moi je viens pas, je reste chez moi parce qu'il y a le Covid. Vince McMahon dit certainement il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Sauf que derrière, il tombe en bas de la liste pour les prochains pushs, pour les grosses rivalités, pour tout ça, c'est évident. Et Kevin Owens, il est déjà très très bas dans la liste, visiblement en ce moment. Donc bon, là, en tout cas, il est revenu, peut-être parce que on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il revienne aussi, quoi. Et en plus, donc il revient pour rien. Donc là, il était dans la rivalité. En fait, le truc, c'est qu'il était dans le segment. Il a eu un match avec Rey Mysterio, enfin, en équipe avec Rey Mysterio contre Seth Rollins et Buddy Murphy, ouais. Enfin, Buddy Murphy. Bah ouais. C'est vrai. Et en plus, c'était un peu son rêve d'avoir un match avec Rey Mysterio. Mais bon, malheureusement, le match était pas non plus extraordinaire et ils n'ont pas eu tellement d'interactions hyper intéressantes. Après, non, surtout ce qu'il y avait de notable, donc là-dedans, ce dont on a pas mal parlé après ce Raw, c'était que du coup, dans la storyline, il y a une évolution, c'est qu'il y avait une stipulation maintenant pour leur match à Extreme Rules, c'est que c'est un match, alors je sais plus comment il appelle le match, pour œil, non, c'est pas pour ça gagner le match, il faut... Eyes for eye. Ouais, c'est ça, c'est œil pour œil, ouais. Eye for eye, ouais. Mais du coup, le gimmick, il faut arracher l'œil de son adversaire pour gagner. Donc bien sûr, c'est un petit peu too much. On sait pas trop comment ils vont gérer ça, parce que de toute façon, dans tous les ans, ça ne va pas arriver. Donc, ou ils vont le truquer, mais je me dis que du coup, c'est débile, parce que ça veut dire qu'il y a un des deux, ou Rey Mysterio ou Seth Rollins, va devoir dans la kayfabe avoir un eye patch pour le restant de ses jours, donc c'est un peu con. Il l'a déjà. Donc, Rey Mysterio, il l'a pour l'instant, mais pour l'instant, il a toujours son œil, il est censé être blessé. Non, c'est bizarre. Après, Rey Mysterio, il prend sa retraite, donc... Il paraît que que Rey Mysterio n'a pas été encore renouvelé, enfin son contrat n'a pas encore été renouvelé, donc son œil non plus. C'est un moyen de entre guillemets de l'éliminer d'un point de vue kayfabe, mais bon, c'est un peu bizarre, je trouve aussi. S'ils font genre, à un moment ou à un autre. Ouais. Mais s'ils font genre, il lui arrache son œil et qu'il arrive à AEW avec ses deux yeux. Ça va créer une distorsion dans les storylines, dans le multivers. Après, il y a déjà eu des morts, hein. Donc Aleister Black et lui sont censés être morts, donc revenir avec un œil, ils sont plus à ça près. Dites-nous dans le chat, hein, et merci à Chicken Boy et de Daf Fox, pardon, 35 pour le follow. Dites-nous ce que vous pensez de comment la WWE va se dépatouiller. Peut-être un vague avis, Tristan, là-dessus, vu que tu avais l'air de complètement avoir zappé le match. De cette clause eye for an eye, ça peut être pas d'avis. Parce que pour moi, ça devait être soit le petit Mexicain, je me rappelle son nom. Dominique non. Ah non, le... Ouais, ou Domien, tu vois. Enfin, pour moi, c'était eux qui faisaient team-up parce qu'ils sont là depuis le début, qui défendent les fesses de Rey Mysterio. Donc, puis je sais même pas pourquoi j'ai pas vu ce match-là. Moi, je les attends un peu trop vite. Je veux pas être très long, et donc, du coup, quand j'ai avancé, j'ai pas dû le voir. Mais ouais, c'est un comble pour une close eye pour eye. Pardon, excusez-moi. Il faut t'habituer. Hein. Tu as le droit de me mettre virtuellement un chop. Mais tu penses quoi du coup de la stipulation? Si je veux crever l'œil ou quoi, je mettrais une lentille toute blanche. Ouais.
limite, genre, il n'y a plus d'œil, enfin, je sais pas, tu vois. C'est pas crever l'œil. Enfin, sur le papier, en tout cas, c'est pas crever l'œil, c'est vraiment énucléer. Ouais, il faut l'enlever. L'œil. Ils vont jusque-là quand même. Donc il doit avoir un trou, il doit avoir un trou à la place de l'œil. cinématique, pareil. Un hologramme à la Mélenchon. On sait très bien que les greffes d'œil, ça n'existe pas. Donc, bon. Je trouve ça absurde quand même. Ouais. Encore, c'est marrant parce que la EW, ils ont fait un Eye for an Eye match il y a quelques mois, quand il y avait encore du public et compagnie. Ouais. Mais c'était un titre un peu marketing parce que c'était Moxley qui s'était pris une voiture dans l'œil et qui avait essayé de se venger sur un des mecs du Inner Circle, donc c'était Santana. Santana, ouais. Du coup, il y avait eu un grudge match entre les deux à Dynamite, mais c'était juste ce qu'on appelle la tagline, c'est-à-dire le slogan du match, mais il n'y avait pas de stipulation vraiment, donc ça pouvait encore faire sens. Alors que là, en tout cas sur le papier, ils veulent aller vraiment jusqu'au bout, quoi. Donc c'est ça, mais ils l'ont appelé Extreme Rules Horror Show, je sais pas quoi. Horror Show Extreme Rules, donc. Peut-être que c'est pour ça. On va faire des trucs de fou. Sortez les Roman contre l'autre là, oui. Dans une maison, il y a des fantômes, j'en sais rien, mais ouais, voilà, probablement. Des chiens de l'enfer, des vampires, je sais rien. Non mais après je verrais bien un truc dans un bayou en fait pour Braun Strowman, et ça s'annonce comme ça d'ailleurs, parce que dans la promo qu'il a fait sur SmackDown, il lui a fait on va revenir dans cet endroit qui était le nôtre. La promo était très bonne d'ailleurs de Braun Strowman à ce moment-là, face cam. C'est rare il me convainc plus par son physique et voilà par sa gueule et son physique, mais là c'était très bon, donc un truc en mode bayou, ça peut le faire quoi. À propos des matchs cinématiques, Tristan, toi, c'est un truc bonne question. Tu regardes ça de loin, mais est-ce que c'est un truc qui t'attire ou pas du tout? Tu te dis, c'est amusant, ça serait amusant à faire, ça te donne envie d'en faire? Ouais, bien sûr, je trouve ça cool. Le match Taker à Styles, je trouve fantastique. Vraiment. Et le fait que du coup ce soit découpé, que ce soit pas du tout qu'il y a un côté un peu faux et tout, ça te dérange pas, toi? M'en fous. Il y a une histoire, il y a une story derrière, il y a des moves, il y a un cut-off, il y a un hit, il y a un comeback, il y a un finish. Moi, ça change pas grand-chose, sauf que du coup, ils ont pu prendre un peu plus leur temps. Après, c'est plus dur, parce que du coup, t'es pas chaud. Donc, tu refroidis, tu reprends une chute, t'es pas chaud, tu refroidis, tu prends une chute, t'es pas chaud, tu refroidis, tu prends une chute. Ton corps, il aime beaucoup moins. Vraiment. C'est très tendu de faire apparemment, Taker a eu beaucoup de mal à faire son match contre AJ Styles. Il a eu vachement de mal, Taker, apparemment. J'ai fait des tapings là, il y a pas longtemps. On va en parler plus tard, mais mon corps s'en rappelle. C'est très compliqué de rester froid pour retourner, pour machin. C'est très très compliqué. Pendant plusieurs heures, quoi. C'est ça aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis c'est baisé le bras, il a tapé dans une vitre, il s'est ouvert le bras. C'était pas prévu, ils ont continué comme ça. C'était un peu con, faut dire. J'ai regardé le reportage sur le Taker, là, j'ai versé ma petite larme d'ailleurs. Même si j'avais été spoilé par toi, il prend sa retraite, j'ai pu le voir qu'une semaine après, j'ai quand même pleuré, c'est pas grave. J'assume, c'est ma jeunesse qui s'en va. Et voilà, le mec il t'explique ça, il t'explique les bouts d'air, il t'explique qu'il a continué quand même, il t'explique que la veille son frère il est mort et que le mec il est quand même venu. Ouais, c'est chaud ça aussi. Tu peux pas. Les gens, ce qui me fait délirer, c'est que les gens, il y a 2 mois, Taker, c'est un caca, tout ça. Ouais, mais Taker Goldberg, les gars. Il y a des gens qui disent ça quand même. Tu vois que le documentaire, l'autre, il fait une commotion cérébrale. À partir du moment où tu fais une commotion cérébrale, t'es plus là. C'est parce que les gens n'ont jamais fait de commotion cérébrale. J'en ai fait une il y a pas longtemps à la PC. J'étais contre Cody Hall. Malheureusement, on s'en souvient. On se souvient aussi de sa réaction de merde, mais bon, ça c'est une parenthèse. Et mon corps était flingué, je m'en rappelle de rien. J'ai sorti un small package qui n'était pas prévu, que je sais pas comment c'est sorti. J'ai sorti nulle part. L'arbitre a eu le réflexe de voir que j'étais KO à compter jusqu'à 3, parce que Cody lui se dégageait, tu vois. Alors que mon corps était plus là, mon cerveau était plus là. Et clairement, le match ressemblait plus à rien. Moi, les extraits que j'ai vus, ça ressemblait plus à rien. J'étais là, putain, j'ai réussi à faire ça, alors que j'étais plus conscient. Lourd. Et je suis retourné backstage et je me rappelais de rien, de personne. On m'a ramené mon blouson, je sais pas, moi ce blouson. Chaud. C'est compliqué, donc tombe contre un truc comme ça. Tu prends un mec en choke slam, le mec il sait pas ce que c'est un choke slam, du coup Goldberg il ne souhaite pas.
Undertaker, elle a pas de force. Bon, les gars, je vous explique, c'est du catch. Personne ne porte quelqu'un avec son bras. C'est pas possible. Tu portes pas quelqu'un de 120 kilos avec seulement ton bras. Le gars doit sauter, en fait. Si le gars ne saute pas, c'est moche. Regardez le chokeslam de The Undertaker sur Hulk Hogan il y a 15-20 ans. Undertaker, il était en pleine forme. Il faisait des chokeslam maintenus à Triple H. Il le maintenait en l'air avec un seul bras pendant je sais pas combien de temps, etc., etc., etc. Chokeslam sur Hogan, il saute de ça. Parce qu'il veut pas jobber. Il est encore plus moche que le chokeslam sur Goldberg. Vraiment. Donc voilà, et d'un coup d'un seul, il fait ce truc-là avec AJ Styles et tout le monde le sauce. Ouais, c'est une légende, ouais. Ouais, les gens, soyez sérieux, restez sur votre lignée. C'est soit vous l'avez descendu et maintenant ça sert à rien de revenir et de trouver sa veste, soit vous regardez les choses comme elles sont. Il y a des faits, il y a des circonstances qui font que c'était compliqué, patati patata, mais sa performance à lui, elle était bonne. Le problème, c'était pas lui, c'était Goldberg, tu vois. Ouais. À un moment donné, tu donnes un balai pour catcher avec, tu catches contre un balai, c'est compliqué. C'est aussi intéressant justement d'avoir des témoignages comme le tien pour que les gens puissent réaliser, parce que il y a un côté souvent très grosse tchatch, et la chance d'avoir des catcheurs vraiment avec de l'expérience comme toi, ça permet aux gens de se dire ah oui, effectivement, là c'est pas de l'esbrouf, Tristan je l'ai vu catcher en vrai, je l'ai vu aussi à la téloche récemment, il y va. Alors s'il dit ça, c'est que donc c'est aussi l'intérêt de ces interviews. On nous propose justement dans le live, on vous rejoint pas mal sur le délire cinématique pour le Eye for an Eye. Et on propose, alors je trouve pas ça si con que ça, donc Fable K1 qui nous dit un truc où Seth Rollins perdrait son œil et le récupérerait par miracle. Peut-être qu'avec le délire Messi et tout, c'est pas bête, je trouve que ça peut... Ouais. Non, ça moi peut... j'ai compris ce qu'ils vont faire, j'ai trouvé... Ah, toi aussi, t'as une illumination. C'est notre... On a notre Monday Night Messiah. En fait, il suffit... Non mais si t'as perdu ton œil, tu fais quoi? Tu mets un œil de verre. Bah oui. Un œil de verre... C'est con, mais tu peux avoir ton œil et dire que tu as un œil de verre, en fait. Il suffit de dire que tu as mis un œil de verre et t'as pas besoin de... Un œil de verre, ça peut être assez convaincant. Donc, en fait, il suffit de montrer celui qui a perdu son œil, et voilà. Voilà. Tu mets juste qu'il a un œil de verre, et voilà. Un peu différent, et puis voilà. Ouais, la lentille aussi, ça peut faire le job. Problème résolu. Ouais. Allez, hop. Enfin, il faut encore montrer comment ils vont faire un match où on va voir que le mec lui arrache son œil sans que ce soit interdit moins de 18 ans. Ouais, pour revenir au match cinématique, j'avais bien aimé le Money in the Bank aussi. J'ai 2-3 trucs qui étaient assez drôles. Ah, c'est là que nos chemins se séparent. C'était extraordinaire. Ouais, John Cena, c'était extraordinaire. Ah oui, celui-là, il était formidable. Ouais, celui-là, vraiment. Tellement de petits trucs, à plein de petites références par-ci, par-là, de l'autodérision des deux, là, où est-ce que l'autre il fait des biceps à gogo. Ouais. Non, c'était grave drôle. Mais un par show, c'est bien. Dans ces conditions actuelles, un par show, c'est bien, parce qu'en plus, nous, ça nous permet de couper un peu. C'est ça. On voit que tu catches, bam, ça coupe, ça permet aussi de redescendre. C'est ça qui est important aussi dans un show de catch, c'est de pas toujours donner à fond, parce que au bout d'un moment, les gens, ils saturent. C'est compliqué comme les matchs en ce moment dans l'indie que j'ai du mal à regarder, où les mecs ils font 8 Canadian Destroyer enchaînés à 12 super kicks, enchaînés à 13 machins, 13 trucs et au final t'arrives pas à te rappeler du match, de ce qui a été tellement il y a de spots, tu te rappelles du dernier spot parce que en fait il y en a eu tellement que dans ta tête et c'est out, alors que je regarde du catch depuis que je dois avoir 6 ans que j'en fais, que j'ai fait des matchs spot-faced à gogo avec pareil 30 000 machins trucs. En fait les gens se rappellent pas parce qu'il y a trop d'infos, trop de trucs. C'est sur le moment on pop, mais après c'est ça. Là je pense que si je regarde le match avec les Chop Brothers qui est passé là, je pense que je vais me rappeler que du spot avec le Canada. Le reste il y en a eu tellement que je vais pas réussir à m'en rappeler. On va y revenir justement, ça tombe très bien. Par contre, juste pour t'embêter un petit peu, Tristan, le Money in the Bank, t'as vraiment adhéré? C'était pas trop cartoon, pas trop potache, pas trop... Pour toi, Si, c'était cartoon, c'était potache, fallait se servir de... Il y avait Vince McMahon, il y avait un dinosaure dans le truc, ils se sont battus dans une salle de muscu, ils ont joué avec de la bouffe, l'autre à la glisse, et c'est fait tellement mal, je suis sûr. Bah carrément. Je sais pas quoi... Mais même la cohérence globale, quoi, l'histoire de l'ascenseur avec Asuka, enfin, je sais pas, je trouvais que ça...
ça tenait pas plus que ça. Bon, après, c'est toujours des questions de feeling hein, sur les matchs, quelle que soit leur gueule. Mais... C'était du divertissement, c'est comme les trucs avec les trucs en équipe, là, où est-ce qu'ils commencent à vouloir se battre, il y a des ninjas qui arrivent, un rat géant dans une poubelle, ou des tentacules. C'est autre chose, faut pas le voir vraiment comme un match de catch à part entière, à part le match du Taker où il y avait vraiment un build-up shine, cut-off, hit, etc., etc. Après, c'est juste, on a un décor, on s'amuse, on met des coups. Une fois qu'on est sur le ring, il y a 2-3 prises et on enchaîne, quoi. C'était juste ça, quoi. Ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on n'est pas habitué, et j'ai l'impression que Fable KL1 dans le chat lit un peu dans mes pensées, parce que j'avais l'image de la DDT en tête qui arrive très bien à faire cohabiter des trucs complètement hyper pointus niveau catch et complètement potache dans les propositions, donc pourquoi pas, peut-être que ça va arriver progressivement et qu'ils prennent leur marche. On leur prend un géant à la DDT, là, tu vois. Ouais, tout à fait. Ça te dérange pas parce qu'ils sont habitués. Ouais. Tu verrais ça à la VVE, tu te dis. C'est ça. Peut-être une question. Comme le truc avec les Labradors, là, le Royal Rumble avec les Labradors, tu l'aurais vu à la VVE. Les gens ils se disent ouais, c'est des malades, ils font n'importe quoi. Et c'est la EW, c'est du génie. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord. C'est bien, c'est pour la bonne cause. Parce que si, moi j'adhère, tu vois. Mais c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Quand c'est quelqu'un qui propose, c'est génial, et quand c'est quelqu'un d'autre qui propose. Ouais, faut pas être mauvaise foi, ouais. Faut voir ce qu'on propose. Ok. Bah, très très bien. Est-ce que ça clôt non, Michael, vas-y, je t'en prie. Non, juste pour faire vite, comme on discute pas mal, mais bon, c'est bien, je trouve. Bah oui, par rapport à Raw, pour terminer, moi, les deux trucs que j'ai notés pour finir, c'est que ils ont quand même fait des efforts pour que Randy Orton ait l'air d'un mec redoutable qui a à moitié tué Edge. Et il est déjà dans des segments comiques à la con avec R-Truth et Big Show. Enfin, je trouve ça complètement débile. Mais en même temps, ils ont un petit roster, donc ils font ce qu'ils peuvent. Mais faut Randy Orton déjà dans des interactions avec des mid-carders où il est là à essayer à aider R-Truth à échapper au ninja. C'est complètement avoir fait tout ça pour rien, quoi. Bon. C'est dommage, surtout que apparemment, comme on l'avait un peu pressenti nous dans l'émission, mais Randy Orton ce serait le challenger pour SummerSlam contre Drew McIntyre, donc c'est un peu dommage si justement il lui faut... Ouais, donc faudrait le garder un peu sérieux. Si vous avez regardé le match, pendant le match par équipe, il pécho Garcia, je crois. Ouais. Qui était avec lui. Garza, ouais. Il colle la tronche sur les vitres, il dit ouais, tu vas te sortir la tête du cul, machin, truc en mode et l'autre il bégaye, quoi. Ouais, donc c'est un peu les deux phases d'Orton où il a ce côté très branleur, très fun, très je m'en bats les couilles, très je m'en foutiste, et très menaçant en fait. Ça fait partie de cette personnalité de j'ai des voix dans la tête, tu vois. Moi c'est pas, j'ai pas vu le segment avec R-Truth, je sais pas à quel point ça a été ridicule ou à quel point ça a été drôle, mais Randy Orton sur les réseaux, il met sa femme en cachant ses nichons, je sais pas quoi, et à côté de ça, il dit Randy Orton, Edge, je vais te tuer, tu vois. Ouais. Je pense que c'est un peu la bipolarité peut-être qui est jouée, ou j'en sais rien. On verra après, hein, mais c'est un peu malaise dans tous les cas. Justement, en parlant de bipolarité, là dans le chat, il y a Romulus Pack qui dit j'allais dire. Meilleur que Randy Orton. Labrador supérieur, Randy Orton. Voilà. Chacun son équation, mais après, au-delà de la blague, c'est vrai que c'est un peu dommage que Randy Orton, malgré le manque d'effectifs dont nous parlait Tristan tout à l'heure, qui est une réalité partout, en ce moment, c'est dommage de pas aller piocher ailleurs, de faire autre chose. Voilà. Bon, après, encore une fois, c'est des questions perso. C'est vrai que Randy Orton, moi, je trouve que ça fait longtemps que c'est beaucoup trop. Mais chacun voit midi à sa porte. Michael, après, oui, pardon, Tristan. Un tout petit truc dessus. Oui, vas-y. C'est peut-être Orton qui a demandé à bosser avec R-Truth, comme Brock Lesnar avait demandé à bosser avec R-Truth aussi. Peut-être. Parce qu'il y a un respect quand même assez énorme pour R-Truth, le mec, je sais pas quel âge il a, mais ça se voit. Ouais, il a quasiment 50 ans, je crois. Ouais, mais il y a aussi... tout ça, donc peut-être qu'il demandait à... Moi, je veux un truc avec R-Truth, tu vois. D'accord. Peut-être, mais... Il y a aussi une tendance qu'ils ont en ce moment à un peu mélanger, à faire un peu des espèces de gros mix où ils mélangent la mid-card avec le main event en faisant des trucs genre en plein, on va foutre les Viking Raiders avec les Profits, on va mélanger ça avec le main event. Ils font un peu d'espèces d'amalgame en ce moment et ça sert pas forcément les storylines parce que du coup
On a l'impression que c'est juste un peu ce gros biboulga. Voilà. Bah après, on l'a dit la dernière fois aussi, Michael, c'est dans le sens où je pense que c'est le moment ou jamais, ironiquement, pour expérimenter des trucs même un peu foutraques, notamment sur des trucs qui s'apparenteraient à du cinématique ou genre, peut-être pas cinématique universe, mais un peu en mode limite série télé. On se demandait s'ils allaient pas créer à terme peut-être limite une chaîne dédiée à ce genre d'arc-là. Donc c'est maintenant, quoi, s'ils veulent, je pense, tester, parce qu'avec le public... je sais pas trop ce que ça donnera, ce genre de truc-là, quoi, pour prendre la température. Il y a des gens qui sont peu chauds en ce moment parce qu'il n'y a pas de public, justement. Ouais, voilà. Et comme ils n'ont pas de réaction avec le public habituellement, du coup, on se dit, bon, bah vas-y, c'est le moment, vous nous avez aidés, vous avez toujours été là, vous avez bossé comme des pros, patati patata. Dans leur tête, il n'y a pas de public, de toute manière, on risque rien au niveau des réactions, on vous balance à gogo, je pense à pour le coup. Excellent catcheur, physique incroyable, il a le package complet, ça a jamais accroché avec le public, malheureusement, et ça s'est vu, il était toujours là, card, machin, jobber, truc, patati patata. Il a été là, il s'est donné, il est resté pendant le Covid, truc, patati patata, il a laissé son spot au Money in the Bank, on l'a remercié, on lui a donné le titre. Et il est pêché, tu vois. Est-ce que quand le public va revenir, si le public accroche pas quand il fait son entrée, est-ce qu'ils vont le dépêcher direct? À voir aussi. Ouais, carrément. Le temps nous dira. Michael, t'avais une autre remarque? Juste non, et la fin d'Euro, c'était un très bon match quand même, assez long, Asuka Bayley. Ouais. Vraiment un bon match, du coup, avec pas trop de gruges et tout. Ils ont laissé le match exister. Et c'était quand même ça te saoulait ça ces derniers temps d'ailleurs. Tu nous l'avais dit. On du pâté en ce moment. Hein. C'est vraiment très agréable à regarder. Hein. Ouais, carrément. Que ça soit sur SmackDown Raw ou... Justement, ça tombe très bien, on y arrive doucement mais sûrement. NXT, donc Takeover, pas Takeover, excusez-moi, American Bash, je m'en mêle les pinceaux. Et ben, pas mal de choses là-dessus. Par quel match est-ce que vous voulez commencer? Félix, t'as pas pu voir toi de ton côté? J'ai juste vu le main event. Le main event, d'accord. Bon, bah, on reviendra vers toi parce que je pense qu'on... Adam Cole, baby. Adam Cole. Ok, bah, on reviendra vers toi probablement sur justement quand on y arrivera. Est-ce qu'il y a des matchs notables, Michael, toi, qui t'ont vraiment marqué? Alors, du coup, là, je n'ai plus la liste, mais c'était bien. C'est des émissions assez. Les deux American Batch, c'est assez solide au niveau du catch, quoi. Il y a moins de blabla, moins de storyline, c'est vraiment un peu conçu comme des pay-per-view avec des matchs les uns derrière les autres. Là, je sais plus ce qu'il y avait. Alors, je sais pas dans quel ordre, mais il y avait la meuf de Gargano, donc comment elle s'appelle? Candice LeRae, contre Mia Yim. Ouais, le finish était juste ouf. Vraiment gros finish. Elles ont pris un très gros risque. Une espèce de air stunner sur des chaises, sur un amas de chaises. C'est ça, ouais. Donc vraiment, vraiment propre, elles ont vraiment pris des risques, alors que sur certains moments de match, elles ont des objets, mais elles osent pas. Ouais, c'était bizarre. Il y a certains trucs où tu dis, mais. L'extincteur, tu le vois venir 15 000 ans à l'avance, enfin, il y a plein de trucs. Ouais, c'est dommage. Bon, après, c'est pas grave, le finish, pour moi, il souffle et tout. Oui. Franchement, tu vois ce finish-là, tu te dis, ouais, c'est lourd. C'est assez dingue. Et c'est là qu'à chaque fois, en fait, je sais pas trop quoi penser de Mia Yim, parce que j'ai vraiment des moments où je me dis, mais là, en fait, je comprends pas pourquoi elle push machin, et effectivement, elle arrive, elle fait un match d'échelle ou un match un peu hardcore comme celui-là, et je me dis, ok, effectivement, sa place, elle est loin de la volée, quoi. C'est bon, après, c'est peut-être par rapport à d'autres, elle a un petit peu moins de package. Alors, moi, j'en ai un dont l'intro m'a tué de rire et que j'ai trouvé génial au-delà de l'humour, mais dont le déroulé du match m'a paru un peu casse-gueule. C'était le 3 contre 3 avec donc Santos Escobar accompagné donc de ses deux acolytes contre Breezango et Drave Maverick, avec une intro géniale de Breezango qui sont arrivés en mode film. Félix, il faut absolument que tu vois ça. Il y avait une espèce de décorum western, enfin mexicain, avec des cactus, un soleil couchant, et ils sont arrivés avec des masques de luchador avec une petite musique voilà, hyper parodique et tout, et voilà. J'ai trouvé, vous allez me dire ce que vous en pensez, à Michael Tristan, je trouvais que c'était surtout Drake Maverick, moi ça retombe, quoi, le feu sacré du mec, ça retombe, et globalement je trouvais le match un peu brouillon. Et là Michael va nous dire, je vous l'avais dit. Ouais. Bah non, mais le feu sacré, il a jamais, enfin c'est il est jamais capable, mais encore une fois, il fait pas rêver. Enfin,
c'est toujours le problème. Moi, je trouve qu'il vend beaucoup trop. On a l'impression qu'il se fait assassiner à chaque fois qu'il se prend un coup. Donc, c'est difficile de le prendre au sérieux, quoi. Enfin, Ouais, en fait, il a un tout petit physique, donc du coup, il survend. Mais en fait, moi, quand j'ai vu son comeback, je me suis dit, wow, il y a pas d'intensité, en fait. Chaque coup qu'il met, ça me rappelle les comebacks de Dean Ambrose. Je sais pas s'il est fait maintenant comme ça de la même façon, mais moi, Dean Ambrose, à la VE, il me faisait vomir. Quand il sautait sur le dos du gars qui faisait ça. Après, on est d'accord. Enfin, je sais pas, t'es en maternelle, c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, tu comptes gagner comment? Après, tu lui masses les pieds et il abandonne. Enfin, je sais pas. Mais là, ça m'a donné cette même impression sur le comeback. C'est un truc que je dis quand j'entraîne, c'est si vous me mettez une patate, mettez une seule patate, mais une jolie, en fait. Plutôt que 25 qui ressemblent à rien et les gens ils se disent, bah, en fait, c'est moche et on sait que tu lui fais pas mal. Tu vois? C'est compliqué, mais l'entrée était ouf. Les deux, là, depuis qu'ils sont venus à NXT, ils se lâchent de ouf avec leur fausse entrée, pareil, d'Imperium, et puis leur entrée en cosmonaute. Ah oui, celle-là, elle était géniale. Ouais, les deux, mais même celle d'Imperium, ils m'ont tué. Ouais, ils se sont kiffés, tant mieux. Les cosmonautes, j'espère que c'était une petite dédicace à Brian Kendrick et Paul London, qui est rentré en cosmonaute dans l'Indie. C'est vrai. Ouais. Donc j'espère que c'est ça, que... Non, je crois pas que ce soit ça, parce qu'il me semble que la même semaine, il y avait eu le lancement des astronautes américains par SpaceX direction l'ISS, donc je pense que c'était plus par en rapport avec ça, c'est sûr. Le journaliste scientifique. Ça a été un gros truc aux États-Unis. Mais ouais, non, mais vraiment, depuis qu'ils sont venus, ils sont cool, ils ont toujours très bien bossé. Donc c'est bien, ça fait du bien au roster NXT Tag Team, parce qu'au final, il y a plus grand chose. Ouais. Les deux géants indiens, là. Ils sont horribles à regarder. Ils sont encore hyper green en plus, quoi. Donc, les Canadiens, là, qui n'ont pas de corps. C'est pareil. Les Forgotten, là, tu veux dire? Non. Non, il y a deux Canadiens. Les Canadiens, ouais, c'est des potes à Kevin Owens, je crois. Ah. En legging bleu dégueulasse. Vous avez pas des noms, les gars, là, parce que ah bah non, mais non. Justement, ils ont pas de nom. C'est pas méchant, tu vois, parce qu'ils savent chuter, ils savent vendre et tout, mais c'est pas encore ça, ouais. Ils sont pas okay. Alors que NXT, c'est un niveau de ouf. Bah justement, on reviendra, on fera peut-être un cahier de doléances. On a eu Bronson Reed contre Tony Nese. Moi, j'ai envie de vous dire next, franchement, très oubliable. Ouais. Très oubliable. En fait, j'accroche pas. En fait, genre, ils le vendent comme si c'était une super machine de guerre et tout, mais en fait, non. Ouais, il est gros, d'accord. Mais ça y est. J'ai pas vu faire des trucs de ouf, tu vois. Kissy, il est gros. C'est ce que j'allais dire. C'est un vrai monstre, tu vois. T'as un Kissy juste à côté. Et Kevin Owens, c'est un vrai monstre, tu vois. Il a un cardio de psychopathe, machin truc. L'autre, je l'ai vu dans l'Indie. À part mettre des grosses chops et faire son frog splash, j'ai jamais vu faire un match de référence, tu vois. Ça y est, juste pour les Canadiens, j'ai retrouvé leur nom. Ah, super. C'est les anciens 2.0 de la Chikara et maintenant c'est les Everrise, je crois. Ah oui, c'est ça. Everrise, ouais. Oui, j'en crois. Et donc leur nom à NXT, c'est Chase Parker et Matt Martel. Voilà. Ouais, ouais, il y a déjà Martel, ça va être bien pour s'en sortir. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur. Moi, j'ai eu un petit problème de booking quand même, comme quoi je trouve personnellement pour moi c'est assez important quand même le booking des matchs et pas simplement le contenu des matchs. Moi, j'ai quand même un souci avec le fait que du coup le premier match dont on parlait, qui était assez excellent, le match hardcore entre Mia Yim et Candice LeRae. Le problème, c'est que quand je vois deux meufs ou même deux mecs qui font un match comme ça où je me dis, mais en fait, ils font des efforts de malade, il y a plein de spots, ils prennent des risques, on leur a donné 15 minutes et tout. Et je me dis, mais il n'y a pas de hit, il n'y a pas de build-up, enfin, je sais même pas pourquoi ce match je sais même pas s'il était annoncé. Non. Donc, il y a une espèce de décalage entre l'intensité du match et le fait que je sais pas pourquoi il y a ce match. Donc, du coup, je me dis, mais moi, je vais perdre leur temps, en fait. Non, mais je vais te dire, c'est pas convaincant, je suis d'accord avec toi, mais pour rappel, elle se fritait depuis quand même un petit moment. Il y avait eu aussi le double Mia Yim Kisly avec Gargano et Candice LeRae, et c'était une manière, je suis d'accord. Et c'était aussi une manière pour eux de faire l'espèce de petite finale
du Fatal 4-Way. Mais c'est pas super ouf en termes cohérence de booking, mais c'est pas non plus, j'ai déjà vu bien plus décousu que ça, quoi. Ouais, mais disons que c'est un peu excessif en fait, quoi. Tu voulais pas le voir, dans le même genre, parce que ça va être compliqué, hein. Ouais. Bah ouais, parce que là, ils ont topé le truc, quoi. Et dans le même genre, il y avait... Alors moi, j'avais été, pas spoilé, mais il y avait Shawn Michaels sur Internet, qui avait... avec son petit papier pour utiliser pour montrer ordinateur pour dire que... qu'il était pour Keith Lee. Il y avait un match entre Gargano et Isaiah Swerve. Ouais, alors qui était un show stealer, Ouais, il était très bizarre ce match. Très bizarre, on en reparlait avec... On n'est pas d'accord avec Mehdi, je crois. Ouais, moi, je l'ai trouvé assez bon, mais c'est pareil, il n'avait pas tellement de raison d'être... En fait, c'est con à dire, mais moi, je trouve ça bien quand il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'un match qui va être vachement bien et qui va être booké comme un match qui est vachement bien, qui est long, qui est hyper disputé, avec des nerfs folles et tout. C'est bien quand c'est la finale d'un truc ou quand c'est... Voilà. Si c'est un match que personne n'attendait, qui est là sans raison, tu dis, mais en fait, tu t'étais pas préparé à un match de ce genre-là. Donc, au bout de 10 minutes, tu dis, ah non, en fait, ce match, il est vachement bien, mais en fait, j'étais pas ready pour ça, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi. En fait, c'est bizarre, quoi. Ça fait gratuit, en fait. Et surtout quand il y a des matchs importants dans l'émission, tu dis pourquoi soudainement ce match-là, ils lui ont donné tant de temps et que c'était un match vachement disputé. En plus, au final, Isaiah Swerve a perdu, alors que si Amit il avait gagné, on aurait pu retenir le match en disant c'est un match qui crée une carrière, quoi, qui crée un peu une star. Même ça, je sais pas. Même pas, donc... Non, mais même ça, je sais pas. Et puis de toute façon, je voyais Tristan qui faisait le nom de la tête. Félix, toi aussi, je crois que tu avais ton avis là-dessus, sur ce match. Non, mais de ce que tu m'en avais montré hier quand on s'était vu, avec la séquence un peu botchée au niveau du timing, ouais, ça avait l'air de augurer... pas grand chose de bon, alors que les deux sont excellents. C'est ça le truc, c'est ça qui me fait mal à la gueule. Moi, dès qu'ils sont passés à l'extérieur du ring avec le spot, où est-ce qu'ils contre super kick, contre le machin. En fait, c'est de l'overbooking. On sait qu'on peut le faire, donc du coup on va le faire. Ok, ils ont le cardio, hein. C'est des super athlètes, on va pas se mentir, ils sont incroyables. J'ai pas la moitié de leur cardio, bon, peut-être quand même, pas se mentir, mais bon, ils ont quand même un cardio de ouf. Et ils sont capables de faire plein de choses. Bon, après, moi je fais 100 kilos, Gargano ils vont en faire 70. Voilà. Ça aide aussi à être plus agile. Mais clairement, en fait, comme il y a un mistiming, il y a un décalage dans leurs actions et que, je sais pas, à un moment donné, ils tentent de mettre un broke kick ou je sais pas quoi, mais en fait, il le fait tellement déjà loin du gars que tu sais qu'il va pas le toucher et tu sais qu'ils vont se faire que se contrer. Et je vois ça. Après, il monte à l'intérieur, il compte, je sais pas quoi, il fait son dive et tout. Je me suis dit, c'est pas fait. J'ai pris mon téléphone, j'ai joué à Dragon Ball. Voilà. Et je levais la tête de temps en temps pour regarder un peu le storytelling. J'ai regardé la fin. Et voilà, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qui me dérange un peu de temps à autre. Quand il y a plein de spots, mais que ça fait du sens, ça me dérange. Et que c'est bien fait, ça me dérange pas. Mais quand il y a plein de spots, que c'est approximatif, alors que les mecs ils ont eu grave le temps pour se préparer et que ça fait pas trop de sens en soi, parce que je l'ai vu travailler plein de fois le bras, à un moment donné il lui met un coup dans le ventre, non il le tire au sol pour le mettre plat ventre, il se couche à côté de lui, il récupère le bras, il le relève, il fait une souplesse. Frérot, pourquoi tu lui mets pas juste un coup de pied dans le ventre et tu lui fais une souplesse en vrai? Parce que si tu le tires juste au sol comme ça par les épaules, pourquoi il restera au sol en fait? C'est pas une vraie prise, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est juste on fait plein de mouvements pour amener juste un mouvement. Et au final, on s'en fout un peu du mouvement parce que c'est juste une souplesse en fait. Et après, ils ont des combos cool. C'est très flashy, très poppy où Swerve tire sa jambe, il s'assoit sur le rebord, il a un super kick, il monte, il fait machin, il fait truc. C'est très flashy et ça marche beaucoup auprès des Smart et des fans de Yugi et tout. Mais moi, je trouve que ça manque d'âme un peu, ça manque de sens. Et quand ça manque de précision, en plus, ça gâche un peu la magie du truc, quoi. Je préfère 10 000 fois regarder un Daniel Bryan qui fait pas de spot de ouf, hein. Et tout ce qu'il fait, ça fait du sens. Et c'est magique, il y a l'intensité, il y a le sens, il y a pas d'accrochage, quelle belle barbe. Et après, c'est peut-être parce que je suis vieux jeu, parce que j'ai 35 ans et que j'ai commencé à regarder le catch avec des Bret Hart et des Shawn Michaels. Mais voilà, ça c'est mon point de vue par rapport à ce match. Après, je ne retire en rien leur qualité. Hein. Gargano, il a un On est d'accord.
On est d'accord. Swerve, il était très fort dans l'Indy. Je trouve qu'il y avait vraiment quelques-uns de ces matchs qui étaient vraiment extraordinaires. Ou est-ce qu'il en faisait justement moins? Et ou est-ce qu'il y avait un peu plus de story et un peu plus d'histoire dedans, en fait. Non, c'est voilà, c'est dommage. Moi, c'est ce que je retiens, c'est vraiment le terme dommage. Et puis un match beaucoup trop flottant. Je vais pas m'éterniser. T'as très très bien synthétisé. Je continue dans les matchs un petit peu oubliables. Mercedes Martinez contre Santana Garrett. Bon, je pense qu'on peut vite évacuer. Voilà, c'est ça. Next. C'est dommage parce que elle fonctionne assez bien physiquement en heel comme ça, mais le problème c'est que après c'est assez mollasson. Et elle devrait être vachement violente et tout, et au final ça fonctionne pas tellement, alors que je trouve que son personnage fonctionne bien. Oui, faut qu'elle arrive simplement, faut qu'elle s'installe. C'est voilà, là, elle est un peu en train de faire la navette. C'est Santina, non, c'était qui? Mercedes Martinez contre Santana Garrett. Ouais, c'est Santana Garrett, j'accroche pas du tout. Non, moi non plus. Le côté Wonder Woman, aérobique. Pas à cause d'elle. Ouais. Vraiment. Aucun de ces matchs. J'en ai vu un, mais j'ai accroché à aucun. Non, moi non plus. Elle a un côté gymnaste, mais il n'y a rien d'original. Là où tu vois une Penelope Ford en ce moment à la EW qui est vraiment progressivement en train de un petit peu de s'améliorer, ou d'autres nanas qui sont high flyers, elle, il y a vraiment rien qui se démarque. Très bien, bon, on va pas perdre plus de temps. Ça nous donne donc on arrive, ça y est, déjà au main event. Donc Keith Lee contre Adam Cole, baby. Ça me permet d'ailleurs de remercier Adam qui nous a follow dans la foulée. Quel sens du timing. Donc toi Tristan, tu ne l'as pas vu, donc du coup ça nous laisse Michael et Félix pour nous donner leur opinion. Oui, présent, c'est moi. C'est moi. Très vite, moi j'ai trouvé ça très satisfaisant dans l'ensemble. Je mettrais un TB sur la copie. Une copie à rendre. Non, ils ont bien joué le jeu. On avait peur, je sais plus si on en parlait la semaine dernière ou la semaine d'avant, du fait que Keith Lee pouvait devenir juste un gros malabar face à tous ces petits gars de NXT et jouer uniquement là-dessus. Ouais, c'est ça. Là, ça n'est plus de sens. Ils ont quand même bien joué le jeu. Ils ont fait en sorte que Adam Cole, c'était un peu... il se la jouait très Triple H, je trouve. En mode c'est moi qui maîtrise le jeu entre guillemets, qui arrive avec ma technicité qui était pas forcément folle, mais avec ma technique à le mettre au sol, à jouer sur les articulations pour le faire s'agenouiller ou ce genre de choses, mais qui se lit vraiment indomptable, ça passera pas, vraiment le mur quoi. Et puis toujours avec ces expressions faciales qui marchent super bien, et puis une fin heureuse quoi entre guillemets, parce que voilà, Adam Cole il a eu son règne, et puis Keith Lee je pense que c'est mérité aussi parce que c'est un des gars les plus populaires de NXT et les plus charismatiques. Carrément, ouais. Je pense même que tu peux dire de la WWE sans même être monté dans le main roster. À voir ce qu'ils vont en faire dans le main roster quand il ira. Mais, ça oui, c'est une autre question. En fait, il y avait un truc assez symbolique je pense. Mais contrairement à ce qu'ils font d'habitude à la WWE, qui était très subtil, ils l'ont pas forcément mis en avant et martelé comme ils en ont l'habitude. Mais en fait, la présentatrice, donc celle qui annonçait les catchers en ring, elle était noire, Keith Lee est noir et l'arbitre était noir. Ah, et tu penses carrément qu'ils ont été... Ouais, je trouvais ça assez cool que ce soit visible, mais pas forcément mis en avant... comme un truc de simplement... Oui, parce que ça, je n'osais pas en parler, mais j'ai trouvé que ces derniers shows, il y a quand même eu une tendance un peu... c'est Black Lives Matter, donc on balance ce qui est pas un mal, ça peut permettre de visibiliser effectivement des athlètes et des catcheurs noirs, mais où il y avait vraiment un côté un peu spotfest. Vous avez vu, on a vu que c'est le hashtag, donc on vous en balance en veux-tu, en voilà. Je sais pas si c'est après, non mais ce qui est encore plus symbolique, c'est quand même que, mais c'est pareil, ce qui est bien, c'est qu'ils insistent pas trop dessus, mais je pense que tous les candidats au titre américain à Raw sont noirs en fait. Il y a ça, et puis même c'est toujours le problème. Il y a Apollo Crews, Apollo Crews, MVP en soutien. Donc c'est exclusivement noir en fait, ce qui est un symbole bon. Il y a ça, et puis c'est toujours le problème. Il y a un truc je trouve qui tient un peu moins maintenant en termes de gimmick, c'est les factions ethniques.
tu vois. Après, c'est un truc qui a, c'est moins terrible. C'est un truc qui a toujours le vent en poupe, hein, faut pas charrier, on va pas se leurrer, ça marche. On a vu une série comme Glow qui, même si elle est en mode rétro, montre que ça marche encore très bien. Mais je suis un peu emmerdé en fait. Voilà, la faction latino d'un côté, la faction noire d'un côté. Même à la EW, quand il y avait le trio asiatique à l'époque avec Cinema et tout ça. Enfin voilà. Bref, c'est juste une petite parenthèse. Alors moi, pour le main event, je suis assez critique, malheureusement. Je suis généralement, ces derniers temps, je suis toujours critique vis-à-vis des matchs de Keith Lee. Je trouve ça un peu dommage, parce que je commençais à le découvrir et à beaucoup aimer. Mais moi, c'est marrant, parce que par rapport à ce qu'a dit Félix, donc moi, en effet, je me plaignais beaucoup ces derniers temps qu'il le book. J'avais peur qu'il le book un peu trop en mode géant, et en effet il y a eu ce match un peu ridicule avec Finn Balor et Gargano où c'était des Lilliputiens, tu pouvais même pas le toucher, voilà. C'est ça. Alors que Keith Lee est beaucoup plus complet que ça, il peut faire des matchs on l'a vu à la PWG, on le rappelait, il peut faire des matchs complexes et tout, où il catch à armes égales avec des mecs qui ont un registre différent. Et le problème, c'est que là, du coup, c'est un peu ce qu'ils ont fait, mais en fait, du coup, ça fonctionnait pas pour moi, parce que comme ça fait des semaines qu'il est booké comme un géant, je veux dire, Finn Balor et Gargano ne peuvent même pas le toucher. Et soudainement, genre, ça veut dire que dans un kayfabe, Adam Cole, genre la prochaine fois qu'il a un match contre Finn Balor ou Gargano, faut qu'il les tue avec son petit doigt en une seconde. Parce que si genre eux ne peuvent même pas toucher Keith Lee, et que Keith Lee galère comme je sais pas quoi contre Adam Cole pendant tout le match, du coup là c'était un peu tout ou rien, quoi. C'est ou Keith Lee est imbattable, c'est un géant, c'est King Kong, ou alors il est contre Adam Cole, et là Adam Cole le maîtrise complètement, et Keith Lee est en train de vendre pendant 15 minutes, ce qui est un petit peu too much. Et au final, ce qui me gêne, c'est qu'on reste quand même dans un truc un peu dans un booking de power, de monster heel ou face, dans le sens où le finish du match, par exemple, ça n'a pas du tout plu. C'est-à-dire que le finish du match, alors moi j'ai toujours un problème, alors je vais demander à Tristan ce qu'il en pense, mais alors, je sais pas, moi c'est un truc qui me gêne toujours dans le catch, c'est quand il y a une conclusion qui est hyper linéaire, avec le côté, en gros, l'adversaire fait son finisher, on kick out du finisher, et puis derrière, comme si de rien n'était, c'est notre tour, alors on fait notre finisher, et puis c'est la fin. Et moi, je veux dire, s'il n'y a pas un peu des contres ou un truc comme ça entre les deux, je trouve ça hyper linéaire, parce que c'est un côté genre, t'as fait ton finisher, c'est bon, j'ai kick out, je vends plus, maintenant je suis en pleine forme, je fais mon finisher, puis j'ai gagné. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que du coup, Adam Cole a fait son finisher, Keith Lee a kick-out, et puis voilà, il a fait son finisher, puis c'était fini. Et moi, je trouve ça hyper bidon, quoi. Je trouve ça hyper plat. C'est un peu le problème de Lindy en ce moment. J'ai kiffé les matchs de Gargano Ciampa, parce que justement, il y avait une rivalité, il y avait du sang, ce qu'il faisait et tout. Mais un des matchs, je sais plus, Gargano était attaché, Ciampa était attaché à un truc, il a pris 8 ou 9 super kicks de Ciampa, un genou, le deuxième il a bougé, il a placé son finish, il a gagné. Super kick sans protection, plus un genou dans la tête, et finalement pour que tu gagnes. En fait, c'est le truc de plus on en fait, plus on va être obligé d'en faire. Et comme quand j'étais chez Lens, il me disait, je vais vous raconter un peu l'anecdote si on a le temps. Ouais, bien sûr. En gros, il y a un gars de la OCW qui catchait contre les deux des Boys, et en gros, il perdait, ça faisait 4 ou 5 fois de suite qu'il perdait sur le 3D. Il disait, mais je perds sur le 3D 4 fois de suite, maintenant c'est bon, je kick out, parce que je l'ai pris tellement de fois que ça me fait moins d'effet. Les mecs, ils s'en foutent, les deux des Boys, c'est eux qui prennent la chute. Donc le mec, il dit, du coup, on a qu'à rajouter une table. Au bout de 4-5 fois où il perd avec le 3D à travers la table, il dit, ouais, mais du coup, ça fait 4-5 fois, il faut qu'on rajoute quelque chose. Et donc le mec il a dit ouais vas-y si tu veux, donc il a rajouté des punaises, donc il y a des punaises sur la table, puis après c'était des flammes, puis après c'était du verre plus des flammes plus des punaises, etc. En fait le truc c'est que c'est cette escalade qu'il y a eu dans l'indie de ouais mais moi je peux faire plus, donc je vais faire plus, qui fait que les gens quand ils regardent ils sont plus impressionnés quand ça reste simple, et on est obligé d'aller dans du plus, la surenchère. Avant de placer mon finish, maintenant, il faut que je passe un Canadian Destroyer que tu no-sell et je contre avec une discus close lines, que si tu sell, je te prends pour le finish, tu passes derrière, je fais un peu d'équipe. Il est content, Mickaël, là. Ouais, pour moi, c'est plus tu vois, moi, ce que tu dis là, pour moi, c'est plus personnellement, après, c'est juste mon vécu. Moi, je suis pas catcheur, donc j'en sais rien, mais pour moi, c'est plus un truc de rythme. Moi, ce dont je parlais là, c'est que si t'as juste finisher qui marche pas, puis finisher derrière, il manque un petit truc. J'ai pas vu le match.
c'est un peu linéaire dans le sens où au finish, il se lève, il se passe quoi? Je crois qu'il a contre. C'est juste le truc où il kick out du finish et après, bah, il n'y a pas tellement de transition. C'est-à-dire que le moment où tu es censé prendre le finish et tu es à moitié mort, tu kick out. Et puis en fait, tu te relèves. Et là, l'autre qui vient de te faire son finish, bah, je sais pas, il est vulnérable. Et hop là, tu lui fais son. Il manque une espèce de transition pour moi dans la narration. Il n'y a pas eu de build-up. Non, il n'y a pas eu de contre, il n'y a rien du tout. Et je trouve ça un peu bizarre. Et c'est un truc qu'on voit souvent, même à la New Japan. On voit souvent ce côté parfois, on finit un match avec des finishers les uns derrière les autres, quoi, comme ça. Et c'est vrai que les contres, pour moi, ils sont juste là pour faire des petites transitions qui justifient un petit peu le changement de. Qu'à un moment, tu as l'avantage et puis tu perds l'avantage, tu vois. Donc il faut qu'il y ait une petite transition. Pour moi, c'est important. Moi, j'aime bien les contres parce que je suis pas. Voilà. Tu fais un match où il y a 8 contres avant de placer un move, où tu utilises 4 fois un move mais qu'il est contré à chaque fois et qu'au final où il sort, tu arrives à le sortir au bout de la 4e fois. Et ben en fait quand les gens ils l'ont vu et ils se sont dit pendant 3 fois qu'il va arriver, au moment où il arrive, tu as plus de réaction en plus, ce qu'on appelle du build-up. C'est un teasing. Et pendant ce temps-là, tout ce qui est contre, tout ce qui est esquive, même si c'est que des coups, tu vois, si c'est un high kick, ben tant pis, c'est un high kick, je m'en fous, au moins j'ai pas pris de chute. C'est un high kick, je reprends l'exemple tout à l'heure, je contre, il contre machin truc, et au final, juste mon finish, au final, il y a une seule chute. Ouais. Et elle est importante parce qu'elle a été contrée, le finish a été contré plusieurs fois, et que si c'est contré, c'est parce que c'est dangereux, et si c'est dangereux et que ça réussit par toucher, ben, il faut que ça soit mis en valeur, il faut qu'il y ait un tombé, il faut vraiment qu'il y ait un 2-3, il faut arrêter de kick-out à tous les moves de tout le monde, etc., etc., etc. C'est un truc que je trouve un peu dommage, c'est que vraiment maintenant, tout le monde se dégage des finishes de tout le monde. C'est méga impressionnant, quoi. Ils bossent plus. Mais les trucs de WrestleMania, il n'y a pas de souci. Ouais. Tu vois. Mais pendant des années, personne kick out du Tombstone, pour reprendre l'exemple du Taker, mais ou du Jackhammer. Et à partir du moment où il y a eu un kick-out, ça a rendu le truc méga important. En fait, tu te dis, wow, le mec il a kick-out, quoi. Putain, le mec il a kick-out, ça fait 20 ans que personne n'a kick-out. Là, il y a un mec qui kick-out. Comme John Cena qui a jamais abandonné, tu vois. Ouais. Le jour où il va abandonner sur une prise, ils vont dire, oh putain de merde, ça veut dire qu'il give up, ça veut dire que sa carrière elle est finie. Et je pense que sa carrière finira sur un give up. Je veux pas m'avancer, hein. Mais Never Give Up, et ben là il a give up et il tire sa révérence, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on va pas trop s'étaler parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses très sympas à dire sur ta carrière et sur le mouvement APC Résistance, mais moi ça me fait penser à Okada dont on parle beaucoup en ce moment et notamment qui a cette tendance, cette qualité à se renouveler justement au niveau de sa proposition de prise, qui fait que là par exemple en ce moment il laisse, quoique on verra sur notre tour de news du dernier match, mais il laisse un peu de côté son mouvement signature qui est le Rainmaker, ce qui fait que ça respire un petit peu et qui a plus les mêmes dimensions de rapport au kick-out. Enfin c'est une manière je trouve assez intelligente de peut-être pas trop lasser et d'arriver quand même un petit peu à laisser le tout cohérent. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce NXT American Bash, Michael ou Félix? Pas spécialement. Bon, et bah écoutez, je pense qu'on aura fait le tour. Moi, vraiment en un mot, j'ai trouvé que le match faisait relativement le job. Alors là où j'ai trouvé ça cohérent au niveau de on va dire de vraiment le fait que Keith Lee soit usé par rapport à ce que tu disais, Michael, du fait qu'il y a un match où il est complètement au sommet du monde et puis l'autre où il va être secoué, etc. C'est que le gros tournant du match qui arrive assez tôt, c'est qu'il se met dans les vapes entre guillemets lui-même. C'est un moment en fait où il charge Adam Cole et qui charge Adam Cole sur un des murs plexi machin. Donc moi ça m'a un petit peu moins choqué dans le sens où je me disais c'est un peu comme le judo ou l'aïkido quoi, c'est pas genre on utilise sa puissance contre lui, mais il s'est lui-même viandé avec sa propre force, donc ça a rajouté de la cohérence dans le fait qu'il soit quand même comme ça stagger un peu dans les vapes pendant un petit moment. Mais après voilà, j'ai pas trouvé le match complètement fou. J'espère que ça présage du bon parce que j'ai beaucoup de sympathie pour Keith Lee et puis voilà. On verra bien ce que ça donne, mais ça m'a pas non plus complètement... Mais ceci dit, c'était bien de changer de... C'était bien au niveau de la décision de booking de faire Keith Lee le champion, c'est bien parce que il fallait du changement. Je pense que c'est bien pour les ratings. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va donner en champion maintenant.
Non, c'est plutôt un bon move de la part de Triple H. Non, là-dessus, il y a pas de souci. Eh bien, très bien, on va marquer, quand je dis une micro-pause, hein, c'est vraiment 10-15 secondes hein, pour ceux qui sont sur le replay en regardant cette vidéo. Pour les gens dans les lives, ne partez pas, c'est vraiment juste simplement du setting.